Les Nations Unies parlent d'un terrible réquisitoire sur l'état du monde. Le nombre de déplacés de force atteint un record. Il s'élève à 120 millions de personnes à travers la planète, selon le récent rapport du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Avec nous pour en parler, Rouven Menik-Diwela, bonsoir. Bonsoir. Soyez la bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes Haut Commissaire assistante au HCR, du HCR en charge de la protection. Avant de vous donner la parole sur ce rapport précis, Florent Krebseg nous dévoile le contenu de ce rapport que je viens de mentionner. Cet homme a échappé de peu à la noyade. Il est soigné depuis le début de cette semaine dans un hôpital du Yémen. Son bateau, qui transportait 200 personnes, a sombré au large. 49 de ses compagnons de voyage sont décédés. Ils sont de plus en plus nombreux à tenter de partir de cette plage. Par rapport à 2022, le nombre de migrants dans le monde a augmenté de 6 millions. Le dernier chiffre que nous avons partagé avec vous, si vous vous en souvenez, était de 114 millions. Nous estimons que le chiffre actualisé est désormais de 120 millions. Il s'agit de réfugiés, de demandeurs d'asile, de personnes déplacées à l'intérieur d'un pays, de personnes contraintes par les conflits, par la persécution, par différentes formes de violence et qui sont aussi de plus en plus complexes. Ce rapport sur les déplacements forcés durant l'année 2023 dévoile que depuis 12 ans, le nombre de candidats à l'exil est en hausse constante. Parmi les zones les plus sensibles que pointe ce rapport, le Soudan. Près de 2 millions de personnes ont quitté le pays à cause des combats entre l'armée et les forces paramilitaires. Je pense qu'il s'agit d'une crise qui ne fait généralement pas vraiment la une des journaux. C'est une crise très oubliée alors qu'elle est l'une des plus catastrophiques, non seulement en termes de déplacement, mais aussi en termes d'accès à la nourriture, de violation des droits de l'homme. À cause également des combats, rien qu'en 2023, le nombre de réfugiés de la République démocratique du Congo a pratiquement doublé. En Birmanie aussi, l'année dernière, le nombre de déplacés a été multiplié par 2. Dans la bande de Gaza, 75% des habitants ont été obligés de se déplacer. 6,4 millions d'Afghans déracinés. Un peu plus de 6 millions de Vénézuéliens vivent ailleurs. Dans la liste des pays qui accueillent le plus de déplacés illégaux ou non, largement en tête, les États-Unis, suivis de l'Allemagne, puis viennent l'Égypte, l'Espagne et le Canada. Au-delà des conflits, l'Agence onusienne des réfugiés affirme que le réchauffement climatique constitue une réelle menace dans l'accélération des déplacements forcés. Par exemple, ici, en Somalie, 1 million de personnes se sont déplacées à cause des conditions météo extrêmes, inondations et sécheresse. Voilà pour ce constat implacable. On va commencer par la situation au Proche-Orient et notamment Gaza. Alors on précise que c'est le seul endroit au monde où les déplacés, les réfugiés sont sous la protection de l'UNRWA et non pas du HCR. Mais pour autant, est-ce que vous avez des informations sur la situation aujourd'hui des déplacés et des réfugiés ? Écoutez, Mohamed, en fait, quand la tragédie qu'on voit se dérouler devant nos yeux dans tous les médias, c'est vraiment quelque chose d'affreux qui se passe là-bas. Et tout ce qu'on peut dire, c'est notre commissaire et puis aussi les autres chefs de la communauté humanitaire avaient dit aussi clairement et publiquement, il faut un cessez-le-feu, il faut absolument que les partis belligérants permettre l'assistance humanitaire à atteindre les personnes qui ont vraiment les plus besoin dans les territoires occupés. Mais quelle est la difficulté pour vous à l'ONU dans ce conflit ? La question matérielle notamment, il faut des tentes, il faut évidemment les besoins de première nécessité. Est-ce qu'aujourd'hui l'ONU arrive à faire passer cette aide ou est-ce que ça reste toujours très compliqué ? Ça reste très compliqué parce qu'il y a des procédures à suivre, il y a aussi plusieurs parties à consulter et à coordonner, donc ce n'est jamais très facile. Mais j'insiste, comme vous avez dit dès le début, c'est l'UNRWA, c'est l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens qui en fait qui mène cette initiative, c'est pas vraiment l'HCR. Mais le HCR qui pour autant, dans un rapport, parle d'attaques aveugles et disproportionnées perpétrées pendant ce conflit à Gaza contre les civils. Quel est votre message ce soir alors qu'il n'y a toujours pas de cessez-le-feu en vue ? C'est vraiment l'arrêt des hostilités pour protéger les déplacés ? Absolument, pour pouvoir au moins assister ceux qui ont vraiment besoin et puis absolument pour créer un espace humanitaire pour que les agences
des Nations Unies et les ONG puissent travailler, mais sans problème, sans obstacle. Est-ce que vous avez un plan pour la suite, pour l'après-cessez-le-feu? On imagine que vous devrez discuter avec un interlocuteur palestinien et avec les autorités israéliennes. Est-ce que ces déplacés, qui sont déjà à l'origine des réfugiés, vont pouvoir retrouver dans leur maison? Quid de la question de la reconstruction aussi? Là, c'est vraiment sur le plan politique, Mohamed, et ça ne nous occupe pas tellement comme les agences humanitaires. Ça, on laisse ça plutôt aux organes politiques des Nations Unies. Mais effectivement, tout le monde espère qu'éventuellement, il y aurait une solution politique et puis que les gens puissent rentrer chez eux avec l'assistance nécessaire pour reconstruire et rebâtir la vie. Alors, autre conflit et autre point d'inquiétude, c'est évidemment le Soudan, qui est ravagé depuis plus d'1 an par une guerre civile. C'est un pays de 46 millions d'habitants et beaucoup ont dû tout laisser derrière eux. Les organisations non gouvernementales que vous avez citées, mais aussi les Nations Unies, peinent à les accueillir. Que pouvez-vous nous dire aujourd'hui de la situation, notamment à la frontière avec le Tchad, à Adré? Tout à fait. C'est vraiment un conflit dévastateur qui déroule encore une fois devant nos yeux. Mais c'est une crise un peu oubliée aussi parce qu'il y a très peu de monde qui en parle. Grâce à la France, bien sûr, il y a eu la conférence sur le Soudan ici à Paris même, il y a quelques mois, et où les bailleurs de fonds, en fait, avaient promis 2,2 milliards de dollars. Mais il faut dire que ce financement n'arrive pas vraiment parce que pour l'instant, sous le plan de réponse internationale pour les réfugiés, donc les Soudanais qui se trouvent en dehors de leur pays, l'appel a été financé à 8%. Et pour le plan humanitaire, c'est-à-dire pour assister les Soudanais qui se trouvent aussi au Soudan même, l'appel a été financé à 19%. Donc c'est vraiment, c'est très peu. En fait, donc les ressources vraiment nous manquent, ce qui va certainement affecter aussi les pays limitrophes qui ont vraiment maintenu une politique très généreuse des frontières ouvertes, comme le Tchad, comme la République centrafricaine, comme le Sud-Soudan par exemple, tous les pays qui ont quand même une situation politique assez fragile, mais ont quand même insisté à maintenir les frontières ouvertes pour les réfugiés soudanais. Mais il faut absolument qu'on les aide, parce que sinon, non pas seulement les réfugiés soudanais qui se trouvent sur le territoire, mais aussi les communautés hautes, qui sont plus ou moins dans les mêmes situations socio-économiques que les réfugiés. En fait. Alors on parle de déplacés et de réfugiés, vous l'avez rappelé, les déplacés est déplacé celui ou celle qui reste à l'intérieur de son pays, de son territoire, et réfugié quand on franchit une frontière et qu'on se retrouve dans un autre État. Les problématiques souvent sont les mêmes. Quel est le quotidien, quelle est la vie des déplacés, des réfugiés, notamment au Soudan et de par le monde? On a souvent le sentiment qu'il y a des crises qui s'ajoutent les unes aux autres, crises évidemment humanitaires qui engendrent des problèmes sanitaires, des problèmes de maladies, écologiques aussi souvent. On va le voir avec votre voyage en Amérique latine. Oui, tout à fait. Non, mais aussi, il y a certaines choses qui se passent en ce moment même. Par exemple, les femmes et les enfants qui sont victimes des abus sexuels, des violences. Et on en a entendu beaucoup parler de la part des réfugiés soudanais qui ont quitté leur pays, des récits qui étaient mais vraiment presque impensables et difficiles à écouter, et encore moins de les vivre. Ça veut dire qu'on a des civils qui fuient la guerre et les violences et les exactions, voilà. Et c'est la double peine, ils resubissent ça une fois déplacés loin de chez eux. Non pas seulement, mais en route, sur le chemin, ils sont vraiment déjà ils quittent le pays à cause des abus, mais aussi sur le chemin, là ils affrontent les mêmes problèmes, donc ça devient vraiment une situation assez insoutenable pour ces réfugiés. Ouais. Il y a un autre conflit 13 ans après qui n'a toujours pas vu de solution globale et pérenne s'agissant des déplacés et des réfugiés, c'est le conflit syrien. Est-ce qu'ils pourront un jour rentrer chez eux ? Là, c'est vraiment la question qui vaut $1 million. Il y a au moins 13 millions de réfugiés, de Syriens qui sont déplacés, soit à l'intérieur du pays, soit à l'extérieur. 6 millions, je crois, à l'extérieur du pays. Ça fait 13 ans que cette situation dure. On ne voit pas vraiment une solution à ce conflit. On espère toujours. Mais on a vu aussi quand même un certain nombre des Syriens qui retournent de façon spontanée chez eux. Et là, on a fait appel aux bailleurs de fonds de créer des programmes de relèvement précoce pour ces gens-là, pour stabiliser leur retour une fois dans le pays. Par exemple, parce que il y a plein de réfugiés syriens qui trouvent la vie très difficile au Liban actuellement, étant donné le cadre socio-économique au Liban. Donc, ils quittent le Liban pour rentrer chez eux, non pas parce qu'ils ont vraiment voulu ça, mais ils trouvent la vie au Liban encore plus difficile que la vie aussi en Syrie. Mais ils rentrent chez eux, mais il faut absolument qu'ils aient des services de base.
des accès aux écoles, accès à des emplois, des hôpitaux, et tout ça, ça manque de façon assez dramatique. Au Liban, pour les réfugiés syriens, en effet, la vie est très compliquée de par la crise et la faillite économique du pays. Vous êtes allé pour la première fois en Amérique latine et vous avez déclaré, c'était en avril, de Tapachula à Tijuana, de Tegucigalpa à Guatemala City. Je suis reconnaissante d'avoir pu m'entretenir avec des demandeurs d'asile, des réfugiés et des personnes déplacées internes. Qu'est-ce qui vous a frappé au cours de ce voyage? C'était vraiment la résilience des réfugiés eux-mêmes, parce qu'ils ont vraiment des traversées très difficiles. Quelquefois, ils traversent plusieurs pays pour atteindre l'asile, surtout par exemple en Mexique, où je me suis trouvée... Pour aller aux États-Unis notamment? Notamment pour aller aux États-Unis, mais il y en a pas mal qui restent au Mexique en fait, parce qu'ils ont trouvé un asile assez efficace là-bas. Il y a au moins 600 entreprises mexicaines qui ont... qui ont recruté des réfugiés, qui ont promis des emplois. Donc 35 000 réfugiés qui ont trouvé des emplois par cette loi. Donc en fait c'est bien, il y a quand même des initiatives qui ont lieu dans ces pays-là pour essayer de dissuader ces gens-là de entreprendre des voyages assez hasardeux, assez dangereux pour atteindre leurs frontières sous les États-Unis. Justement, on parle souvent du Darien, une zone de marais, de forêt qui est située à la frontière entre la Colombie et le Panama. Tout à l'heure, je parlais de crise écologique. C'est vrai qu'il y a un flux donc, de civils qui fuient un conflit, qui fuient la misère, qui fuient parfois des pouvoirs autoritaires. Et là, au fond, c'est devenu un endroit où beaucoup laissent des déchets ou autres. Et on voit notamment des rivières. On voit. Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur cette situation à la fois sanitaire et écologique? Parce qu'en fait, vous savez, les 2 tiers des personnes déplacées par la force, en fait, sont dans les pays climatiquement vulnérables. Donc donc là, vous reconnaîtrez l'ampleur du problème. Mais donc il y a, en fait, les changements de climat mènent à un décroissement assez dramatique des ressources naturelles qui mènent au conflit et qui mènent à la tour à des déplacements par la force. Et ça, c'est dans le Sahel, c'est dans les Amériques, c'est en Asie. Donc il n'y a aucune région qui a vraiment été épargnée de ce phénomène qui devient de plus en plus important. Et c'est vrai en Amérique latine, en Europe, en Afrique et partout dans le monde, les migrations forcées sont parfois dues, on l'a dit, à des départs de dictature, de la pauvreté, l'écologie également mal en point dans ces pays-là qui font qu'on ne peut plus vivre des ressources naturelles. Mais il y en a qui en profitent. C'est ceux qu'on appelle les trafiquants, par exemple, ou les passeurs. Comment vous, au HCR, vous prenez en compte cette problématique? On travaille beaucoup avec le gouvernement pour soutenir les initiatives, pour empêcher, enfin, de pouvoir identifier les passeurs et les trafiquants et de les prosécuter, enfin, pour qu'ils soient en fait punis ou pénalisés d'après les lois en vigueur dans les pays. De leurs crimes. Absolument. Alors, j'aimerais aussi qu'on évoque avec vous aujourd'hui, madame, les tensions qu'il y a entre le HCR et le Rwanda notamment. Pourquoi? Parce que le HCR n'approuve pas cet accord qui a été signé entre Londres et Kigali, qui vise à externaliser les demandes d'asile. Alors, des avocats de votre agence ont affirmé que les demandeurs d'asile expulsés par Londres vers le Rwanda risquaient ensuite d'être renvoyés dans un autre pays où ils pourraient subir des violences ou des persécutions. Le Rwanda dit, je cite, le HCR ment. Que répondez-vous ce soir au Rwanda? Bon, on a déjà en fait eu des explications avec le Rwanda à ce sujet. En fait, notre opinion, qui a été très publique d'ailleurs, était plutôt visait plutôt le Royaume-Uni et leurs efforts de dégager la Grande-Bretagne de toute responsabilité pour accepter les demandes d'asile qui arrivent sur le territoire, à leurs frontières. Donc pour nous, c'était plutôt un jugement contre la politique anglaise, enfin, du Royaume-Uni, et non pas tellement un constat de la situation au Rwanda. Mais bien sûr, le Rwanda l'a très mal pris parce que, bon, pour eux, c'était vraiment un jugement qui était porté sur la situation actuelle au Rwanda. Ce que nous, on voulait dire, c'est que le Rwanda était très généreux pour les réfugiés et les demandeurs d'asile, mais les procédures d'asile ne sont pas parfaites. Donc, il faut encore améliorer certains aspects de ces procédures-là et que pour nous, enfin, à notre avis, ce que faisait la Grande-Bretagne n'était pas vraiment conforme avec les obligations sur la Convention de 51 sur les réfugiés. Voilà. Merci beaucoup, Rouven Menik-Diwela, d'avoir répondu à nos questions. En direct dans 64 minutes sur TV5 Monde. Je rappelle que vous êtes haut-commissaire assistant du HCR en charge de la protection. Merci beaucoup. Merci.